Vous savez que je suis engagée depuis des années sur la démocratie participative et ici, à la tête de ce ministère, j'ai décidé aussi de rénover la démocratie environnementale pour améliorer la participation des citoyens aux décisions qui les concernent. Beaucoup de choses d'ailleurs ont déjà été faites, beaucoup de structures existent, mais qu'on vient maintenant de passer un cap. Et puis surtout avec l'occasion de la mise en valeur et de la mise en application de la loi de transition énergétique et de la loi biodiversité, donc des grands chantiers qui vont les accompagner, il est nécessaire que les citoyens se saisissent de cette opportunité parce que c'est de vous que va dépendre la mise en mouvement de cette mutation, de cette révolution de la croissance verte. Les citoyens aujourd'hui, en fait, veulent participer. Il y a une demande de participation. Souvent parce qu'ils sont peut-être concernés, touchés par un sujet, un projet, une question dans leur environnement local, mais également de façon plus globale en tant que citoyens parce qu'ils veulent peser sur des décisions qui sont prises en leur nom. Je veux revenir d'emblée sur le drame de Sivens. Comment se fait-il qu'un projet d'aménagement qui peut être porté par des responsables politiques, c'est toujours le cas, soucieux de leur territoire, puisse connaître un tel déferlement de contestations violentes? Comment se fait-il qu'ailleurs, d'autres projets ne paraissent pas soulever de difficultés et permettent d'être réalisés dans le consensus? La difficulté, c'est que cette volonté de participer, qui est intéressante et qui est bien le signe que la démocratie est vivante, eh bien, elle ne trouve pas forcément les canaux, d'abord les espaces pour s'exprimer et ensuite les canaux vers la décision publique. Quand on discute avec un industriel comme Total, il y a un moment, les habitants ont envie de lui dire « Bon, mais la raffinerie, elle est là pour combien de temps? Et puis le pétrole, dites-nous un peu, le peak oil, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a pour combien de temps? Et puis quand est-ce que vous allez raffiner du tournesol? Et puis, qu'est-ce que vous pensez du gaz de schiste ?» Et ce qui est vraiment passionnant, c'est quand tout ça est mis en commun et causé, et où finalement, on se rend compte aussi que ça libère des tensions, hein, ça les met en valeur, ça les met en évidence. Oui, on n'a pas tous le même point de vue, parce qu'on ne voit pas tous les choses du même point de vue et sous le même angle. Mais je pense que c'est important de le comprendre, c'est important que ce soit exprimé, et puis qu'il y ait des consensus qui soient recherchés, qui se dégagent. On a aujourd'hui un décalage très fort entre une aspiration à participer, un niveau d'éducation qui le permet, des citoyens qui comprennent de mieux en mieux les enjeux et de plus en plus rapidement les enjeux des projets. C'est dans la charte de l'environnement, la charte constitutionnelle de l'environnement, ce principe de participer à l'élaboration des projets. Et donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui vraiment, dont on a le cadre juridique, on a un certain nombre d'outils, on a une aspiration de la part de la population. Donc, on a vraiment l'ensemble des conditions pour que ça fonctionne. Ce qui reste évidemment à conquérir, c'est un changement des pratiques professionnelles et politiques qui permettent effectivement d'élaborer le projet dans ces cercles, dans ces espaces de participation. L'avantage du système de loi de la participation en Toscane, c'est que les citoyens peuvent participer au-delà du fait de participer à un débat public, ils peuvent postuler, disons, c'est-à-dire que s'ils ont un projet de participation qu'ils veulent nous soumettre, ils peuvent le faire 3 fois dans l'année. Il y a des séances de présentation d'un formulaire où ils nous soumettent des projets de participation qui peuvent toucher à n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine. Et donc, on peut les financer. Donc, il y a aussi une initiative populaire de démocratie participative. Et ce qui est très important et qui fait qu'on a reçu quand même pas mal de projets de la part de citoyens qui peuvent présenter d'ailleurs des projets sans même pas se réunir en association ou en comité, par exemple. Donc, c'est vraiment une formule très très souple et très flexible pour leur permettre de participer et être financés. Et l'avantage, c'est qu'on les finance, c'est-à-dire on leur donne les moyens, ce qui est très rare. Enfin, je pense que c'est vraiment le seul cas, sans aucun doute en Italie, où on finance directement des projets de participation citoyenne, pensée, proposée, montée par les citoyens. On est en train vraiment de repenser ce cadre-là. Et le repenser avec une logique de simplification, c'est aussi du coup se placer du point de vue du citoyen. Moi, en tant que citoyen, il m'arrive quelque chose dans ma vie, dans mon cadre de vie, dans mon quartier, dans ma commune.
qui vient perturber ou qui vient en tout cas me mobiliser vers la question de l'action publique. Eh bien, pour qu'effectivement cette volonté ne soit pas déçue et pour qu'elle puisse s'exprimer et pour qu'on ait l'ensemble des bénéfices de cette mobilisation, ça veut dire qu'on doit trouver rapidement, quand on est citoyen, les espaces pour exprimer sa mobilisation, qu'elle soit contestataire ou au contraire positive ou volontaire, peu importe. Il faut que ce canal soit rapidement identifiable et que son fonctionnement soit simple. On veut faire semblant de faire participer la population. Probablement qu'il y a une part de bonne foi là-dedans, hein, mais il y a aussi une part de mauvaise foi. Et la part de mauvaise foi, c'est justement de demander son avis à la population sur les choses les moins importantes, ou bien de lui demander de modifier à la marge les projets. Je crois que ce qu'on n'a pas du tout encore intégré, c'est que c'est au démarrage qu'il faut faire participer la population. Après, c'est cosmétique. Il faut aussi que la transparence soit complète dans la totalité des procédures. Transparence par la mise à disposition de tous les citoyens des documents, de tous les chiffres, de toutes les études qui ont été faites en amont, de manière à ce qu'ils puissent effectivement juger la pertinence d'un projet. Ça n'est pas toujours le cas, ça n'est même pas souvent le cas. Il y a une culture de la rétention de l'information parce qu'on a peur finalement de ce que peuvent penser les citoyens. Donc il faudrait que l'on reparte effectivement des besoins de la population. C'est assez facile de dire qu'un collège est d'utilité publique, par exemple, parce que là, on a des chiffres, on a un nombre d'enfants, on a des besoins réels, et donc ça, c'est assez facile à prouver. Ça devient beaucoup plus compliqué quand il s'agit de grosses infrastructures comme une ligne LGV, un aéroport, ou encore un projet privé comme un Center Park. Qu'est-ce qui est d'utilité publique ? Concrètement, la participation, parce que c'est une façon effectivement de hiérarchiser les objectifs des projets, de hiérarchiser leur intérêt aussi, eh bien c'est aussi une très bonne façon de choisir en situation de pénurie budgétaire. Donc la participation, c'est vraiment l'allié de la rationalité budgétaire aussi. Et ça, il faut vraiment entendre ça. Donc amélioration de décision sur un certain nombre de critères qui est tout à fait clair. Il ne faut pas oublier l'amélioration de la décision du point de vue des impacts environnementaux des projets. Parce que très clairement, la participation va le plus souvent amener à réfléchir aux impacts, à leur réduction, parfois à leur compensation, et que ça, c'est un point extrêmement important, et c'est avec les acteurs locaux que véritablement on peut mettre en place des logiques de réduction des impacts. Notamment sur les questions énergétiques, par exemple. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on a un projet d'éolienne sur un territoire, qui est souvent très conflictuel, mais il a le mérite de poser la question aussi, non seulement de la production d'énergie, mais aussi de la consommation énergétique. Et on se rend compte que la plupart des processus de participation sur les éoliennes conduisent souvent à réduire un petit peu le volume d'éoliennes qui va être installé, à l'organiser différemment, et très souvent conduit à une politique locale de maîtrise de la demande d'électricité ou de la maîtrise de la demande d'énergie. Donc la participation amène finalement non seulement une décision améliorée du point de vue de l'infrastructure énergétique, mais du point de vue global de la question énergétique, ça amène aussi des nouveaux efforts et des réductions aussi de la demande qui sont vraiment l'objectif finalement d'une politique énergétique. On voit bien là l'ensemble de l'amélioration de la décision par le recours à la participation.